Bonjour à tous, c'est Monsieur Malboustouane et aujourd'hui, je vais vous instruire, que dis-je, vous informer au plus haut niveau des connaissances humaines. Non, je vais un peu loin, mais j'instaure de l'humour dans ces cours extrêmement intéressants, je l'espère pour vous. Vous allez apprendre les bases de Windows aujourd'hui, et ce gratuitement. Nous sommes à la première vidéo de cette série de vidéos qui vise à instruire le plus grand nombre, rendre accessible le savoir au plus grand nombre. Moi personnellement, mon domaine c'est l'informatique, donc je vais essayer de vous transmettre le plus de savoir possible. Et en même temps, ça va me permettre à moi de m'instruire encore plus loin. C'est beau. Ok, c'est parti. Le plan d'aujourd'hui, on va commencer par une première partie qui va expliquer des généralités sur Windows 10, très vague, juste pour introduire quelques notions. Deuxième partie, la notion de client-serveur. Comment ça fonctionne un client, comment ça fonctionne un serveur, qu'est-ce que c'est la différence entre les deux. Troisième partie, l'organisation des réseaux Windows. Quels sont les deux grands types de réseaux Windows qui existent et comment ils fonctionnent en globalité. On ne va pas rentrer dans le détail, ça on rentrera plus dans le détail quand on les configurera directement sur Windows. Tout d'abord, sur Windows 10, quelques généralités. D'abord, il a été lancé en 2015, déjà 8 ans de ça. Il commence à mettre quelques rides, ce petit système d'exploitation. 4 éditions. L'édition Homme, l'édition éducative, l'édition professionnelle en français, et l'édition entreprise. Quelles sont les grandes différences ? En gros, ça va être les capacités des différents systèmes d'exploitation qui vont changer. Des paramètres, des fonctionnalités qui vont soit être enlevées, soit ajoutées, en fonction des différents systèmes d'exploitation, des éditions du système Windows 10. Par exemple, sur Home, vous n'allez pas avoir certaines fonctionnalités que vous allez avoir sur Professionnel. Parce que, comme son nom l'indique, l'édition Home, elle est faite pour les utilisateurs lambda, alors que l'édition Professionnelle pour les utilisateurs professionnels. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sur un prochain cours, nous reviendrons avec plus d'exactitude sur vraiment qu'est-ce qui change en fonction des différentes éditions. Donc si vous voulez le savoir, vous le saurez. Il n'y a pas de souci, on va revenir dessus. Ensuite, un truc très important, Microsoft a annoncé la fin du support sur Windows 7 en 2020. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de mise à jour de sécurité sur le logiciel d'exploitation Windows 7. Donc, toutes les nouvelles failles de sécurité qui seront découvertes après 2020 ne seront pas patchées par Microsoft. Ce qui fait que si vous tournez encore sur ce système d'exploitation et que vous êtes sur Internet, à tout moment, il y a un pirate qui a découvert une faille de sécurité et qui pourra l'utiliser autant qu'il le voudra parce qu'il n'y aura jamais aucun patch. Voilà. Donc vous pouvez utiliser Windows 7, il n'y a aucun souci, mais vous ne vous reliez pas à Internet. Parce que sinon, même si vous avez un antivirus, un logiciel antivirus, ça ne résoudra pas le problème. La plus grande barrière contre les virus, c'est l'utilisateur lui-même, on est d'accord. Mais s'il y a une faille de sécurité, vous aurez beau avoir toutes les compétences qui font que vous allez éviter les virus, au bout d'un moment, s'il y a vraiment une énorme faille qui est trouvée, le pirate va quand même pouvoir s'engouffrer à l'intérieur. Donc faites attention là-dessus, si vous utilisez des systèmes d'exploitation, vérifiez que le support sur le système est encore d'actualité, qu'il est encore fait. Parce que sinon, vous vous exposez à du piratage. Ça serait bête. D'où l'intérêt de mettre à jour son système d'exploitation et de passer au moins à Windows 10. Même si Windows 11 est sorti, Windows 10 est le plus stable pour l'instant. Deuxième partie, notion de client-serveur. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion ? En architecture de système d'information, on fait la différence entre client et serveur. Les clients, eux, sollicitent des services et les serveurs, eux, fournissent des services. Ou ils offrent. On peut utiliser les deux termes, offrir ou fournir. Suivant l'organisation du réseau d'ordinateurs en place, il peut y avoir quelques nuances. Les postes peuvent solliciter des services, mais aussi en fournir. C'est-à-dire, je m'explique. Par exemple, quand vous allez sur YouTube, YouTube va avoir le rôle de serveur parce que vous allez lui demander de télécharger une vidéo. En streaming, certes, vous allez télécharger la vidéo en même temps que vous allez la voir, le principe du streaming, mais quand même, vous allez lui demander de télécharger une vidéo. Ok ? Donc là, YouTube aura le rôle de serveur, vous aurez le rôle de client.
Mais si jamais vous uploadez une vidéo, que vous l'envoyez sur les serveurs de YouTube, ben là, c'est le serveur de YouTube qui deviendra un client, parce que c'est à lui que vous allez envoyer le fichier, et c'est vous qui deviendrez un serveur, parce que c'est vous qui hébergez le fichier et qui l'envoyez à YouTube. Donc là, le client devient un serveur, et même le serveur devient un client. Et cette notion va revenir régulièrement, parce que client-serveur, en fait, ça ne veut pas dire, oui, on a fait un serveur, on l'a configuré avec Windows Server, ça fonctionne, et du coup, c'est constamment un serveur dans ce qu'il fait. Non. Il y a des fois, un serveur peut devenir un client et un client peut devenir un serveur. Vu que les clients, c'est ceux qui sollicitent les services et que les serveurs, c'est ceux qui offrent des services, c'est plus fou que ce qu'on peut imaginer. C'est pas juste la manière dont la machine fonctionne et dont elle est configurée. C'est l'interaction qu'on a avec d'autres machines. C'est ça vraiment la notion de client-serveur. C'est l'interaction qui est importante, pas la configuration en elle-même de la machine ou le système d'exploitation qu'il y a dessus. Ok ? Ensuite, les postes peuvent aussi faire appel à des services hébergés sur un serveur. Bon, ça, c'est ce que vous voyez régulièrement. On l'a expliqué. Un poste peut être un client et faire appel à un service hébergé sur un serveur. Avec YouTube, ça fonctionne. Avec Facebook, c'est le cas. Avec plein de serveurs, c'est le cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En commentaire, on est là pour répondre à vos questions. Si notre logique, ou en tout cas ma logique, n'est pas la vôtre, vous pouvez poser des questions et je vous réexpliquerai plus simplement, d'une autre manière, pour que vous puissiez comprendre. Il n'y a pas de souci. On est là pour s'entraider. Ensuite, troisième partie, organisation des réseaux Windows. C'est là qu'on va voir les deux grands... Comment on pourrait appeler ça ? Les deux grands types d'organisation de réseau sur Windows. Premièrement, premier type d'organisation de réseau, le groupe de travail. Ça, comme vous voyez, tout ça, c'est des ordinateurs. Le petit logo au milieu, c'est ce qu'on appelle un switch. Vous allez voir ça en réseau. On va voir des cours là-dessus. C'est ce qui permet de relier les ordinateurs entre eux et de créer un réseau local. Un switch. Ces ordinateurs reliés à un switch peuvent communiquer entre eux. Là, on est sur un groupe de travail. Chaque ordinateur est indépendant. Ensuite, vous avez une autre notion qui s'appelle le domaine. Là, vous avez un contrôleur de domaine. C'est ce qu'on voit à droite. On va revenir dessus au diapo suivant. Ne vous inquiétez pas. La principale différence sur les deux, ça va être la manière dont les ordinateurs, les utilisateurs et les ressources vont être gérés. On va le voir juste après. Donc le groupe de travail, on va rentrer plus en détail sur ce type d'organisation. Déjà, on va appeler ça un workgroup, parce que c'est le mot anglais, et que dans ce métier de l'informatique, en général, on va utiliser beaucoup de termes en anglais. Donc il faut directement s'habituer à utiliser ces termes-là, anglais, et pas les termes français. Alors je sais que ça peut être chiant pour certains, que vous n'avez pas forcément un très bon niveau en anglais, ça peut se comprendre, mais forcez-vous à utiliser les termes en anglais. Un workgroup, c'est un groupe de travail. Donc maintenant, on parle de workgroup. Le workgroup, c'est que chaque ordinateur est indépendant et aucun ne commande un autre. Ils sont tous équivalents, tous égaux. Les ordinateurs, ils peuvent tous partager des ressources, que ce soit des dossiers ou des imprimantes, qui vont être directement disponibles sur le réseau. La particularité du groupe de travail, c'est que l'authentification et la sécurité seront propres à chaque machine. Chaque machine aura ce qu'on appelle une base SAM. Cette base contient les comptes utilisateurs et les groupes locaux. Les comptes utilisateurs, je pense que vous voyez tous ce que c'est. Les groupes locaux, pas forcément, parce qu'on n'a pas tous vu cette notion-là. On va revenir dessus sur des cours Windows plus tard, donc vous inquiétez pas là-dessus. Si vous ne savez pas ce que c'est des groupes locaux, c'est pas grave. On va revenir dessus. Les comptes utilisateurs, vous savez tout ce que c'est. Quand vous connectez un ordinateur, que vous rentrez votre compte utilisateur ou qu'il est déjà rentré et que vous rentrez juste votre mot de passe, ça c'est un compte utilisateur. Ça permet de vous authentifier localement sur une machine. Ces informations-là, donc de compte utilisateur, sont stockées dans ce qu'on appelle une base SAM. Une base SAM, c'est Security Account Manager. En français, gestionnaire des comptes de sécurité. Tout ce qui va permettre de s'authentifier localement va s'appuyer sur cette base SAM. C'est pour ça qu'elle est très importante, en tout cas dans un workgroup. Parce qu'il y a cette notion-là. On va voir plus tard que dans le domaine, il n'y a plus cette notion. En tout cas, elle est plus aussi importante parce que c'est délégué à un domain controller. On va le voir plus tard. Donc pour ouvrir une session sur un ordinateur, vous devez avoir un compte sur celui-ci. C'est obligatoire. Donc si par exemple vous avez un compte sur une machine, que
que vous voulez accéder à une autre machine sur le même réseau, vous n'allez pas pouvoir mettre votre compte utilisateur, donc votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, et vous connecter directement sur une autre machine. Il va falloir recréer votre compte. Parce que l'ordinateur, lui, ne va pas pouvoir savoir, il ne va pas avoir accès à la base SAM de l'ordinateur sur lequel vous êtes connecté à la base. Ils ont chacun leur propre base SAM unique, et leur base SAM ne communique pas entre eux. Donc si vous voulez vous connecter sur un autre ordinateur, il faut vous-même, sur l'ordinateur en question, vous créer votre compte. Sinon, vous n'aurez aucun accès. Vous ne pouvez pas accéder à vos comptes à distance. Impossible. Donc ça, c'est le workgroup. Ensuite, deuxième type d'organisation de réseau, le domaine. Le domaine, lui, il est placé sous l'autorité d'un serveur spécifique qu'on appelle le contrôleur de domaine, ou en anglais, le domain controller. Les contrôleurs de domaine gèrent les comptes au sein d'un annuaire nommé Active Directory. Et Active Directory, c'est justement ce qui va permettre ce qu'on a dit tout à l'heure. Contrairement au workgroup, où là, il va falloir créer un compte sur chaque ordinateur du réseau, là, il n'y a pas besoin. Quand on a créé un compte sur un ordinateur, il est accessible sur tous les autres. On va voir, ça va être plus parlant. Juste après, on va voir une petite animation qui va vous permettre de comprendre ce que je veux dire. Donc là, on voit très bien que chaque ordinateur a une base SAM, mais qu'en fait, ces bases SAM n'ont plus vraiment d'intérêt, parce que ce qui gère cette base-là, c'est un contrôleur de domaine à distance. Et donc, cet annuaire-là, c'est l'annuaire qu'on va interroger. C'est-à-dire que quand on va rentrer notre identifiant et notre mot de passe, on va interroger le contrôleur de domaine. Si notre identifiant et notre mot de passe correspondent à un profil que le contrôleur de domaine possède, il va nous renvoyer une clé qui va nous permettre de nous connecter dessus. Et ce, sur n'importe quel ordinateur qui est dans ce domaine-là. Donc là, c'est exactement ce que je disais. Vous allez voir, le compte utilisateur, là, la petite clé blanche qu'on voit, c'est quelqu'un qui essaie de se connecter sur la station à gauche, en haut à gauche, là. Donc il va se connecter dessus, il va envoyer les informations au contrôleur de domaine. Oui, j'essaye de me connecter, machin. Ok, c'est bien les bons identifiants. Je renvoie un token pour dire ok, tu peux te connecter à ton compte, vas-y. Et ce token de c'est bon, tu peux te connecter à ton compte, il va permettre de dispatcher ce compte utilisateur sur tous les autres ordinateurs. Et donc là, en mettant identifié une seule fois sur un ordinateur du domaine, je vais pouvoir m'identifier sur n'importe quel autre ordinateur qui appartient au même domaine. C'est pas génial? Mais si, c'est génial. C'est génial. Après, les textes disent exactement la même chose que ce que je viens de vous dire, mais en moins bien expliqué. Ouais, je sais. Petite pause, je suis le moi du futur au montage. Il faut que j'apporte une précision à ce cours. Quand vous vous connectez depuis un ordinateur sur un domaine, c'est pas votre connexion sur l'ordinateur qui crée votre compte. C'est bien le contrôleur de domaine qui possède votre compte utilisateur et sur lequel vous vous connectez à distance. C'est pas le fait de vous connecter sur un ordinateur qui va créer votre compte. Je voulais juste apporter cette petite précision pour que ça soit très clair, parce que c'était pas très clair dans le cours que vous suivez actuellement. Voilà, ce sera tout. Merci, bonne continuation. Donc ce qu'il faut retenir de cette leçon. Il faut retenir la notion de client-serveur et leur rôle. Et également, très important, le fonctionnement général d'un workgroup et d'un domaine. Leur spécificité à chacun. Vous pouvez poser vos questions en commentaire, il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous n'avez pas compris une notion, nous pouvons revenir dessus, soit dans une nouvelle vidéo, soit juste en commentaire. Ça va dépendre de combien de personnes n'auront pas compris cette notion. Il n'y a aucun souci. Je réfléchis également à faire des vidéos en fonction des niveaux de chacun. J'espère que, par exemple, faire des vidéos pour des niveaux avancés, parce qu'au prochain cours, on va vite rentrer dans du technique. Et donc, plutôt que de déblatérer sur plein de trucs hyper compliqués, peut-être faire des vidéos plus simples pour les débutants, pour qu'ils puissent avoir une vague idée de comment ça fonctionne, et juste s'imprégner un peu des termes techniques vite fait, comprendre dans la globalité, et que ça soit accessible au plus grand nombre. Et aussi des vidéos plus techniques pour les gens qui ont un niveau plus avancé, qui pourront du coup plus rentrer dans le détail, et comme ça, les débutants ne seront pas perdus. À voir. Ou même, je réfléchis aussi à faire des
plusieurs vidéos. Par exemple, quand on va faire des TP, je vais vous montrer comment faire un travail. On va le faire ensemble en même temps. Peut-être faire des vidéos avec différentes logiques, par exemple. Différentes méthodes de travail. Essayer de balayer le plus de manières de réfléchir possible, histoire que chacun puisse accéder à la connaissance sans trop de problèmes. Voilà, j'attends vos retours en commentaire là-dessus. J'espère que cette première vidéo de formation vous aura plu. Si ça vous plaît, de toute façon, je vais continuer les vidéos. Moi, c'est aussi pour mon plaisir personnel et pour pouvoir retenir, parce que du coup, moi, en faisant ces cours-là, je m'apprenais encore plus de ce que je dois apprendre. Là, un petit diapositive pour vous montrer les différentes versions de Windows qui sont sorties avec le temps. Donc en haut, vous avez les différentes dates, 86, 87, donc 1900, hein, 86, 87, 88. Et à chaque fois, dans la chronologie du temps, les différents systèmes d'exploitation qui sont sortis. Donc il y a les systèmes d'exploitation pour le tout public, donc XP, Vista, 7, 8, 10, 11, et les systèmes d'exploitation mobile, et tout en bas, les systèmes d'exploitation pour les serveurs. Donc Windows Server, on y touchera bien plus tard dans les cours qui viendront. Vous allez voir, c'est très intéressant. Voilà, c'est la fin de ce chapitre sur les généralités sur Windows. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et sur ce, apprenez bien. Que la connaissance soit. Oh yeah.